Saïd, il y a 3 ans, vous publiez un article consacré à ce que vous appeliez alors la secondarisation de l'impérialisme français. Dans cet article, vous écriviez notamment ceci: les manifestations populaires de ces dernières années contre le franc CFA, contre les accords de partenariat économique de l'Union européenne, contre la présence militaire française au Sahel, celles en soutien aux nouveaux dirigeants à Bamako ou à Conakry après leur coup d'État, etc., confirment que le processus de secondarisation de l'impérialisme français, déjà ancien, a atteint un seuil qualitatif nouveau. 3 ans plus tard, les bases militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont été évacuées à l'issue d'une forte mobilisation populaire dans ces 3 pays. Des annonces plus récentes du président sénégalais appelant à la fermeture des bases militaires françaises et du gouvernement tchadien dénonçant les accords de coopération avec la France semblent renforcer cette tendance. Assiste-t-on à un tournant historique et irréversible pour l'impérialisme français dans son précaré historique? Et quelles conséquences pour la politique interne en France où, comme vous l'aviez indiqué dans l'article suscité, on assiste également à un processus de fascisation. Merci. Bien. Avant cet article, j'en écrivais un autre, je crois 1 an avant, qui concluait à la naissance d'une nouvelle génération anticoloniale africaine. Je vous rassure, je suis ni devin ni marabout. C'est l'analyse simplement des prises de conscience en Afrique que je constatais. C'était l'émergence d'un nouveau vocabulaire que j'entendais, ou la reprise de concepts qui avaient disparu pendant plusieurs décennies, qui revenaient, comme anti-impérialisme, comme patriotisme, etc. C'était aussi le constat des transformations globales du monde qui mettaient à la disposition des peuples africains d'autres alliances possibles que le face-à-face avec l'Occident. Et c'est ce changement du monde qui me fait partager la conclusion de Ramzy, la conclusion optimiste. Je pense que le monde change. Que face à ce changement, le système qui domine notre monde depuis 5 siècles est prêt à toutes les horreurs, et ce que nous voyons en Palestine n'en est qu'un exemple. Pour le développer, je ferai justement un détour par la Palestine, parce que je pense que le drame qui se joue en Palestine depuis 1 an nous alerte tous sur la barbarie dont est capable un système hégémonique lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il se sent menacé dans sa capacité à se pérenniser. Et en réalité, ce qui se passe en Palestine peut se passer, sous des formes peut-être différentes, dans tous les endroits du monde qui constituent, pour l'impérialisme, des nœuds stratégiques. La Palestine est un nœud stratégique, de même que le Congo est un nœud stratégique, de même que le Sahel est un nœud stratégique. On a un certain nombre d'endroits de ce type-là qui, en fonction de leur devenir, vont indiquer l'état du rapport de force mondial, son évolution vers les intérêts des peuples, ou au contraire le maintien de cet hégémonisme depuis 5 siècles. Pour la Palestine, un simple regard sur la carte nous permet de le repérer. Voilà un territoire, une région qui est à l'intersection de 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Vous avez tous appris dans vos cours d'histoire les croisades, qu'on vous a présentées comme réduites à la dimension religieuse. Allez regarder les flux commerciaux de l'époque et vous comprendrez aussi un des buts des croisades. Si vous remontez dans le temps, regardez la place de la Palestine et de l'ensemble du Moyen-Orient par rapport aux intérêts du premier colonialisme, du colonialisme le plus important, l'hégémonisme britannique. C'était un point sur la route des Indes, un élément essentiel pour contrôler la route des Indes, qui était pour les Anglais considéré comme étant le joyau de l'Empire. Les découvertes du pétrole qui vont venir après vont rajouter une strate en termes d'intérêt stratégique. La guerre froide qui se met en place en 1945 et le besoin pour l'impérialisme hégémonique dominant
d'utiliser la région dans son encerclement de l'Union soviétique, et aujourd'hui le développement d'un certain nombre de concurrents, les pays émergents, la Chine, les BRICS, et la place de cette région dans la stratégie pour bloquer la Chine dans son expansion. La Palestine, c'est un territoire qui est indispensable pour le contrôle de l'ensemble de la région. Et c'est pour cela que, dès l'époque britannique, le projet sioniste a reçu une aide immédiate, comme certains régimes africains le reçoivent aujourd'hui, une aide immédiate pour son projet d'installation d'un État vassal, gérant des intérêts des autres puissances. Si je l'appelle comme cela, c'est que ça nous permet de ne pas sous-estimer notre responsabilité. Si c'est bien un État vassal des intérêts des puissances impérialistes, ça veut dire qu'une part de la libération de la Palestine dépend de nous, parce que notre impérialisme à nous, l'impérialisme français, contribue à maintenir cet État. Et donc ça n'est pas de la solidarité en termes de défense des intérêts d'un peuple. Quand on défend la Palestine, c'est nos propres intérêts que nous défendons. La notion d'État vassal, elle est également importante pour l'Afrique. On voit bien aujourd'hui, au moment où un certain nombre de peuples se réveillent, au moment où un certain nombre de peuples font des sauts qualitatifs dans les prises de conscience anticoloniales, eh bien on a en parallèle d'autres États qui se proposent comme candidats pour être des États vassaux. Le Rwanda, le Maroc qui signe des accords avec Israël pour qu'on lui reconnaisse la marocanité du Sahara, le Kenya qui, en Haïti, se fait le gendarme des intérêts du corps groupe, c'est-à-dire des intérêts, le corps groupe, c'est des ambassadeurs occidentaux qui prétendent gérer, donc qui mettent en tutelle un pays comme Haïti. C'est ça, hein, c'est en réalité cela. Et le Kenya vient... Ce sont bien des États vassaux qui se proposent comme gérants locaux des intérêts des puissances impérialistes. Il y a en gros 3 manières pour garder la maîtrise sur des territoires qu'on estime essentiels pour les économies occidentales. Soit la présence directe, ça a été la colonisation. Quand elle n'est plus possible, parce que les peuples la refusent, eh bien, il y a la mise en place d'États néocoloniaux. Quand même celle-ci n'est plus possible parce qu'il y a justement des révoltes qui s'annoncent, eh bien, il y a l'idée d'installer par la force des États qui sont capables de contrôler une région par le soutien qu'ils reçoivent de l'extérieur. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des changements essentiels qui se déroulent. Vous l'avez souligné, l'armée française est rejetée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, et l'annonce pour le Sénégal. Plus personne ne peut nier aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle séquence historique en ce qui concerne l'impérialisme français. Et sous quelle bannière se déploie cette nouvelle séquence? Je le disais tout à l'heure, sous la bannière des mots d'ordre de deuxième indépendance. Je vous rappelle, ce concept de deuxième indépendance avait complètement disparu du vocabulaire africain. Il était usité dans les colonies par les mouvements de libération nationale des colonies portugaises qu'il avait mis en avant pour souligner que l'indépendance formelle ne suffisait pas, l'indépendance politique sans indépendance économique est emprisonnée dans des accords qui la vident de tout son contenu. Donc ce terme-là revient. On va revenir en force le concept de souveraineté nationale, on va revenir en force et on voit émerger comme concept politique auquel d'ailleurs il reste à lui donner un contenu beaucoup plus approfondi, le concept de patriotisme. Ces concepts ne sont pas n'importe quel concept. Ce sont des concepts qui renvoient justement au moment où l'Afrique était porteuse d'espoir panafricain, au moment où l'Afrique, les années 60, dans ce vaste mouvement de décolonisation, et on voit même aujourd'hui revenir la redécouverte des leaders de cette période-là. On redécouvre Sankara, on redécouvre Modibo Keïta, on redécouvre tous ces auteurs-là, et on voit toute une jeunesse s'intéresser à ces auteurs qui avaient eu tendance à disparaître. Coup sur coup, on a eu ces dernières semaines une réunion à Dakar qui, dans son titre, porte et le terme panafricanisme et le terme anti-impérialisme, et une rencontre à Niamey qui porte elle aussi, dans son titre, et le titre panafricaniste et le titre anti-impérialisme. Cette articulation des deux,
Ça n'est pas un hasard. Ce ne sont pas les mêmes acteurs qui ont fait les deux. Ça n'est pas un hasard. Et au Niger, c'est avec le soutien du gouvernement nigérien. Et donc c'est extrêmement, même s'il y a des acteurs qui sont dans les deux, mais c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques, mais ça va dans la même direction. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un signe d'une nouvelle séquence historique. Et de plus, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces dimensions de souveraineté nationale sont bien entendu articulées aux questions économiques. On a eu un certain nombre d'actes de posés, et au Burkina Faso, et au Mali, et au Niger, en termes de retrait d'autorisation pour des monopoles français, en termes de nationalisation, en termes de création de sociétés nationales. Bref, on a bien cette idée que la souveraineté passe par l'indépendance économique. Et c'est pourquoi je propose, moi, d'appeler cette nouvelle séquence historique la seconde phase du processus de libération nationale. D'abord pour faire le lien avec ceux qui ont tenté dans les années 60 et qui ont été pour beaucoup massacrés, etc. Mais aussi pour indiquer le chemin qui reste à parcourir. Alors, quelle est la signification de tout cela là-bas? D'abord, les ruptures avec l'impérialisme, les tentatives de rupture avec l'impérialisme, en réalité ne sont pas nouvelles. Contrairement au narratif occidental, l'Afrique n'est pas ce pays qui n'a connu que des dictateurs, ou contrairement à cela, l'Afrique est le continent qui a connu le plus de tentatives de rupture. Si vous cumulez toutes les expériences qui ont été effectivement cassées par des coups d'État, par des assassinats politiques, par des étranglements économiques, mais si vous cumulez tous ceux qui en Afrique ont essayé, c'est le continent qui a tenté le plus de sortir de la dépendance. Et toutes ces tentatives ont bien entendu été, si je ne prends que l'exemple de la région, se sont arrêtées comment? Au Mali, on a emprisonné Modibo Keïta et ensuite on l'a tué en prison. En Guinée, on a asphyxié l'économie, on a tenté l'État français a même été jusqu'à produire de la fausse monnaie pour détruire l'économie guinéenne parce que les décisions d'un Sékou Touré n'allaient pas dans le sens de l'impérialisme français. Et au Burkina Faso, vous le savez, on a assassiné le grand Sankara. Rien que dans la région, vous avez 3 situations dans lesquelles vous avez eu 3 tentatives de rupture avec le système impérialiste et 3 ingérences qui ont abouti à cet essai. Donc ce ne sont pas les tentatives de rupture qui manquaient. Ce qui manquait, c'était les conditions pour qu'elles puissent perdurer. Et dans les conditions pour qu'elles puissent perdurer, il y a les conditions en termes de rapport de force. Chacune de ces expériences a été jusqu'à présent des expériences isolées. C'était un pays qui tentait, et ça ne suivait pas, et effectivement, on pouvait assez facilement organiser une contre-révolution, organiser une destruction. Là, pour la première fois, nous avons, dans la même région, plusieurs ruptures simultanées, qui non seulement convergent, mais qui commencent à se penser politiquement en termes de fédération politique, en termes de défense commune, etc. Je pense que ça, c'est un trait nouveau essentiel parce que ça crée un autre rapport de force dans la résistance aux tentatives de destruction de ces expériences. C'est l'ère du temps. La même chose s'est déroulée en Amérique latine. La construction de l'ALBA, c'est quoi? C'est pour la première fois aussi des ruptures qui ne sont plus des ruptures isolées, mais une convergence qui permet de mieux tenir et d'être dans un autre rapport de force avec l'impérialisme. Et c'est pour cela que je pense que nous devons être à la fois tristes de tous nos camarades qui meurent en Palestine, en Afrique ou ailleurs, et en même temps optimistes, parce que nous sommes dans une phase de réveil. Ce qu'il y a de nouveau également, c'est la délégitimation complète auprès des peuples, des institutions qui étaient chargées de réguler la région au profit de l'impérialisme. Je pense à la CEDEAO. Au niveau des peuples, c'est complètement délégitimé, puisqu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de reprendre les ordres qui étaient donnés de Paris pour mettre en place un boycott qui allait pour tenter d'affamer ces nouvelles expériences. Ces expériences sont de surcroît ancrées sur un soutien populaire. Ce ne sont pas les peuples qui ont fait les coups d'État. Mais dès que les peuples ont appris les coups d'État, ça a été de l'applaudissement. Parce qu'ils sentaient très bien
que derrière ces coups d'État, c'était bien la question de la nation qui était posée. Pour bien saisir cela, il faut bien entendu prendre au sérieux la rupture avec le narratif occidental. Ici, l'ensemble des articles qui sont écrits sur ces expériences sont des articles qui insisteront juste sur la dimension militaire. Ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir, donc ce n'est pas démocratique, etc. Bien entendu, en ne précisant pas que les chefs d'État qui étaient au service de l'Occident auparavant ont tout fait pour que n'émerge pas d'alternative politique. On détruit toutes les forces qui étaient en mesure de proposer une alternative politique. Et le changement, quand il doit arriver, quand il est devenu une nécessité historique, il prend toutes les formes possibles. Et quand le changement de type politique n'est pas possible, eh bien, l'histoire continue. Et là, ça a été des militaires sensibles à ces questions-là qui ont été le relais des dimensions populaires. L'autre dimension nouvelle, c'est que ces expériences émergent à un moment historique mondial qui est en transformation complète. La montée de la Chine, la montée des puissances émergentes, crée un champ des possibles en termes d'alliance qui est beaucoup plus élargi que ce qu'il y avait auparavant. Auparavant, un pays qui tentait de rompre avec l'impérialisme était contraint de se retrouver très rapidement dans un face-à-face avec l'ancien colonisateur. Et là, eh bien, il y a d'autres partenaires possibles. Bien entendu, ces partenaires défendent leurs propres intérêts, leurs propres jeux, mais il y a d'autres partenaires possibles. Le champ des possibles est beaucoup plus large. Et puis ça arrive à un moment historique également où les peuples ont fait l'expérience des solutions qui étaient proposées, des solutions néolibérales qui étaient proposées. Si vous discutez avec un jeune du Sénégal aujourd'hui, il vous dit « je soutiens Sonko parce que je ne peux pas mourir en traversant la Méditerranée ». Et c'est extrêmement intéressant qu'on voit bien qu'il y a un lien qui est fait avec les politiques antérieures qui étaient menées, pas seulement sur la dimension souveraineté nationale, mais également sur la dimension du développement économique. Maintenant, les réalités sont différentes d'un pays à l'autre et il faut analyser chacun de ces pays. Je le disais, les peuples se révoltent comme ils peuvent lorsqu'une nécessité historique est arrivée à maturité. Et donc, bien entendu, qu'on peut trouver des limites aux expériences actuellement en cours. Bien entendu qu'il y a des contradictions. Bien entendu qu'il y a des éléments qu'on aurait aimé, en tout cas qui pourraient se développer de manière plus en faveur des peuples, etc. Mais à chaque fois que l'on met en avant ces limites pour ne pas soutenir ces expériences de rupture, il faut s'interroger sur le rôle que l'on joue. En réalité, si vous cherchez une révolution pure en Afrique ou dans le monde, vous n'allez soutenir aucune révolution. Et il y a des gens très forts dans les pays occidentaux pour vous rappeler telle virgule de désaccord, tel aspect non exploré, telle contradiction, de telle sorte à ce qu'effectivement, on ne puisse pas soutenir. Au Venezuela, on vous dira, mais les élections, vous ne pouvez pas soutenir le Venezuela, les élections. Là, on vous dira, c'est des militaires, vous ne pouvez pas soutenir. Quel que soit l'endroit où une tentative de rupture révolutionnaire a lieu, souligner les limites est toujours une des dimensions qui est mise en avant. Alors, nous sommes donc dans une période en Afrique de l'Ouest, mais ailleurs aussi, mais en Afrique de l'Ouest, portée en termes de projet cette fois-ci, qui vient remettre en cause les intérêts de l'ensemble du système hégémonique, mais d'abord les intérêts de la puissance qui était présente, c'est-à-dire la France. Est-ce que ça a des conséquences ici? D'abord, il faut avoir en tête que nous ne sommes pas dans n'importe quel impérialisme. Tous les impérialismes sont prédateurs. Mais un des premiers à avoir théorisé sur l'impérialisme, Lénine disait qu'il y a une spécificité à l'impérialisme français, c'est qu'il était un impérialisme rentier. Autrement dit, qui s'est contenté, contrairement à d'autres impérialismes qui ont aussi développé une première industrialisation, qui s'est contenté d'être le rentier des richesses. Donc nous sommes dans un des impérialismes les plus rapaces. C'est-à-dire qu'une partie de ces richesses importantes provient juste de la possession des colonies. Nous sommes dans un pays où cela était absolument nécessaire pour la classe dominante, parce que c'est un pays qui était caractérisé aussi par une radicalité de ces luttes de classe.
et que la rente qui était prélevée sur nos pays africains permettait une certaine redistribution ici, afin de calmer les luttes de classe. Autrement dit, face à un danger de lutte ici, on pouvait concéder un certain nombre de revendications sans diminuer le profit moyen, parce qu'on avait les surprofits coloniaux. Aujourd'hui, cet impérialisme est en crise complète. Sur le plan économique, il suffit de regarder les chiffres et vous verrez le recul de la place de la France dans la plupart des pays africains au profit de la Chine, au profit des économies émergentes. Bref, la France n'est quasiment plus le premier pays, alors qu'il l'était dans de très nombreux pays africains, le premier pays, le premier partenaire. Cette percée, elle touche un certain nombre de monopoles. Et ces monopoles sont ceux qui dirigent aujourd'hui en France. Secondo, la dimension militaire. J'insisterai pas, il suffit de regarder l'ensemble des ruptures des accords militaires que nous voyons en succession, et je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement. Oui, les peuples voisins, aujourd'hui, regardent vers tous ceux qui ont rompu leur accord militaire et se disent, mais pourquoi nous, on accepterait de maintenir ces armées chez nous, alors que les autres s'en sont débarrassés. Et donc, on est dans un impérialisme qui, étant en crise, va se préparer à réagir à cette question. Comment réagir à cette question-là? D'abord, il y a moins de richesses à distribuer. Et il y en aura de moins en moins. Ce qui veut dire qu'il va y avoir ici la mise en place de procédures, de processus de restriction des droits démocratiques, de restriction des droits à la lutte. C'est ce que j'ai appelé, ce que je proposais d'appeler fascisation. Mais pourquoi la fascisation? Jamais, nous dit Fanon, un impérialisme, un colonialisme n'accepte de partir de bon gré. Cette fascisation, c'est pour repartir à l'offensive. Et elle a déjà commencé. Ici, on se moque dans les journaux, je lisais, y compris dans des journaux dits sérieux, on se moque quand le Niger dit on a arrêté un espion français. C'est-à-dire qu'on n'étudie même pas l'hypothèse que ça soit possible. Moi, je n'ai pas les éléments et les preuves pour le dire. Simplement, j'ai vu un certain nombre de documents nigériens qui me semblent sérieux et au moins analysés, au moins étudiés. Ici, on ne les étudie même pas. On considère que ça, c'est vraiment du complotisme, c'est vraiment la mise en avant de faux arguments. Et donc, je pense que la contre-offensive française se prépare. Au Mali, on a eu aussi des choses qui étaient avérées. On est dans un impérialisme qui, étant en crise, est encore plus dangereux. Et donc, ça nous pose la question, vraiment dans nos analyses, de ne jamais dissocier le national et l'international. Ce sont deux réalités qui sont en lien permanent. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela? La première conclusion, c'est qu'il faut être en mesure à la fois de reconnaître le caractère révolutionnaire de ces ruptures, et je pèse mes mots révolutionnaires, même si sur tel ou tel aspect, eh bien, on pourrait discuter les ruptures révolutionnaires, mais ne pas idéaliser ces mutations, parce que ce sont des expériences dans le cadre d'un rapport de force à un moment donné, et une révolution s'évalue aussi en marchant, donc on verra la suite des événements. Que du coup, tous ceux qui prennent prétexte des limites pour ne pas soutenir ces expériences, eh bien, demain, seront parmi ceux qui diront, vous voyez, ils ont échoué. Sauf que notre soutien ou notre condamnation fait partie du rapport de force. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit aujourd'hui de laisser ces expériences de rupture seules, et nous avons à développer un mouvement de soutien, de porte-parole ici, d'un certain nombre de choses qui ne sont pas dites dans les médias sur ce qui se passe là-bas. Mais surtout, nous avons à saisir la communauté de destin entre la diaspora et ce qui est en train d'émerger en Afrique. La communauté de destin. Vous croyez que quelqu'un qui a un trait qui rappelle l'arabité va être considéré à égalité dans ce pays si on laisse faire le massacre sans réagir en Palestine? Vous pensez que quelqu'un qui a un trait qui rappelle l'Afrique subsaharienne va être traité à égalité ici si on laisse faire des contre-révolutions, des ingérences militaires, etc. Qu'on le veuille ou non, je le dis par rapport à ceux qui disent « moi je ne fais pas de politique », etc., qu'on le veuille ou non,
toute la diaspora qui vient des anciennes colonies a une communauté de destin. Son avenir et son sort sont liés à l'avenir et au sort des pays d'où ils viennent ou d'où leurs parents sont venus. On ne peut pas avoir une Afrique esclavagisée et estimer qu'ici on va être traité en égaux. On ne peut pas avoir une Afrique humiliée et estimer qu'ici on va nous respecter. Et donc la conclusion qu'il faut tirer, c'est que cette communauté de destin, elle nous donne une responsabilité. Et cette responsabilité, ben, c'est d'être, allez, osons le mot, d'être les porteurs de valises de nos sœurs et de nos frères qui, en Afrique, aujourd'hui, marquent des points dans l'émancipation.